Il n'y a personne au monde avec qui je peux en parler. Qui je peux? Je sais pas si j'ai besoin de conseils, d'un discours, de motivation ou quoi. J'utilise mon compte principal pour les mèmes et autres bêtises. Mais j'ai créé ce compte jetable parce que je suis en train de devenir fou en essayant de faire face. La vie m'a poussé à bout et j'ai du mal à trouver mon intégrité. Pourtant, je remets en question ce qui est réellement juste à faire, dire et penser. Je suppose que pour commencer, je dois expliquer que j'écris ceci dans une chambre d'hôpital. Hier, vers 7h30 du matin, ma femme et moi avons été impliqués dans un accident. Je suis sortie avec seulement quelques coupures et ecchymoses. Marie, ma femme, a subi une épaule écrasée, une clavicule cassée, 3 côtes cassées et un poumon effondré. Ils s'attendent à ce qu'elle se rétablisse complètement, mais pour l'instant, ils l'ont fortement sédatée. Devoir écrire ceci sur un téléphone est une tâche ardue. Mais pour l'instant, j'ai le temps de poster ici, même si je ne suis pas sûre d'en avoir la volonté. Je ne posterai pas sur ce subreddit si tout était parfait dans notre mariage, évidemment. Je n'aurais jamais pu imaginer que ma femme soit infidèle de quelque manière que ce soit. Mon cœur est brisé. Je me sens incomplet, comme si une partie de moi manquait. Et le plus triste de tout, c'est que cette partie est assise à seulement 3 pieds de moi. J'avais l'impression que nous nous éloignions l'un de l'autre ces 3 derniers mois, mais je ne pouvais pas trouver de raison. Nous avons tous les deux 34 ans. Marie et moi nous connaissons depuis notre enfance. Nous avons commencé à sortir ensemble au lycée et jusqu'à l'université. Elle est la seule femme avec qui j'ai eu des relations physiques. Jusqu'à récemment, elle aurait pu en dire autant. Nous nous sommes mariés 1 an après l'université et avons eu notre premier enfant, Michael, 1 an plus tard. 3 ans après la naissance de mon fils, Carrie, notre fille, a commencé une vie où j'essayais de la gâter pourrie. J'aime mes enfants plus que tout le monde. Sans eux, je ne suis pas sûre que je serais ici en ce moment. Ils n'étaient pas impliqués dans l'accident. Dieu merci. Ils passaient la nuit chez mes parents. Nous devions partir en croisière en Floride hier après-midi. Évidemment, tout est annulé. Mais ma femme a décidé de sortir avec sa meilleure amie, même si je lui ai demandé de rentrer à la maison et de ne pas conduire dans la neige. Elle a juré qu'elle et sa meilleure amie, Rebecca, allaient juste prendre quelques verres, car elle ne se verrait pas pendant 1 semaine. Je suis allée me coucher et j'ai dormi comme un bébé jusqu'à environ 5 heures du matin. Je me suis levée et j'ai regardé par la fenêtre pour voir que la voiture de ma femme n'était pas devant, mais nous avions eu plusieurs pouces de neige en plus. J'ai supposé que Marie et Becca avaient un peu trop bu et avaient dormi chez elles. J'ai enfilé des vêtements et je suis montée dans mon SUV. Avant de partir, j'ai envoyé un texto à Marie pour lui dire de ne pas conduire, que la neige était trop profonde et que j'allais la chercher. Le message est resté non lu. Je peux pas deviner combien de fois j'ai imaginé ce qui se serait passé si elle avait lu ce message. Je vivrais toujours dans le mensonge. J'aurais toujours un pressentiment. Mais je ne serais pas dans la misère totale où je me trouve maintenant. Je suis arrivée chez Becca et je me suis garée devant son condo. J'ai regardé le message à nouveau et il n'avait toujours pas été lu. J'avais espéré que Marie le lirait et serait prête quand je suis arrivée. Mais je me suis résignée au fait que je devrais entrer et la réveiller. La porte d'entrée était déverrouillée, alors je suis entrée et j'ai regardé vers la salle de télévision à ma droite. Il y avait personne qui s'endormait sur le canapé. La chambre de Rebecca était en bas et je ne voulais pas la réveiller. Alors, j'ai pris les escaliers jusqu'à sa chambre d'amis et j'ai ouvert la porte. Puis ma vie s'est terminée. Je me souviens être entrée dans la chambre et avoir vu 2 têtes qui dépassaient des couvertures. Je me souviens m'être penchée pour tirer la couette vers moi. Je me souviens même avoir vu ma femme poser sa tête sur le torse d'un mec torse nu. La prochaine chose dont je me souviens, c'est Becca, Marie et un mec à moitié nu que j'avais jamais vu essayer de me tirer dessus. Je serais probablement en prison en ce moment s'il ne l'avait pas fait. Mais honnêtement, je ne me souviens de rien. Alors, à tort ou à raison, je ne me sens pas vraiment mal à ce sujet. Ma femme, par contre, eh bien, ça change d'une minute à l'autre ces jours-ci. Quand j'ai repris mes esprits,
Le mec a dit qu'il allait emmener son pote à l'hôpital, là. Marie a pleuré toutes les larmes de son corps pendant que Rebecca et moi nous disputions. Je leur ai dit à toutes les deux que je partais et qu'elle avait 5 minutes pour être dans ma voiture ou ne pas se donner la peine de rentrer à la maison. Elle était là en 3 minutes. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'être en colère en conduisant dans la neige, même avec 4 roues motrices. C'est de la neige, mais c'est un autre véhicule qui dit dans le derrière, dans la traverse, une barrière de sécurité. C'est ce qui a causé les blessures de Marie. La voiture a roulé, Dieu merci pour les airbags, mais nous avons survécu. Les enfants ne savent même pas que nous avons eu un accident. Je n'ai appelé personne. J'aurais probablement dû le faire. Mais c'était pas juste un accident. Ma vie a été détruite et j'essaye de valider les gars avant de commencer à impliquer les autres dans la situation. Je suis engourdie et pourtant je souffre comme un damné et pas à cause de l'accident. J'ai l'impression de ne même pas connaître la personne allongée dans ce lit d'hôpital. Je veux lui poser tellement de questions maudites, mais je ne veux vraiment pas connaître les réponses. Elle ne m'a évidemment plus jamais aimé. Personne avec une âme ne pourrait tromper quelqu'un qui l'aime. Alors, je dois demander si elle m'a jamais aimé. Et maintenant qu'elle a trompé, est-ce que je voudrais qu'elle m'aime à nouveau si c'était possible? Je ne connais pas les détails de quand elle a d'abord trompé, mais dans mon livre, dès qu'elle l'a fait, notre mariage a pris fin. Les vœux ont été brisés. Elle a mis fin à notre mariage, et nous ne sommes plus mari et femme. J'ai pas besoin d'avocat pour annuler mon mariage. Elle l'a déjà fait. Par conséquent, je ne suis plus tenue par les vœux que j'ai faits. Une grande partie de moi veut juste sortir de cette pièce. Je veux appeler ses parents, leur dire ce qu'elle a fait et ce qui s'est passé, et ensuite leur dire quel est à nouveau leur problème après toutes ces années. Nous avons dit pour le meilleur et pour le pire, et je le pensais, mais nous ne sommes plus mariés. Une partie de moi veut lui laisser une note et lui dire que 2 mauvaises choses sont arrivées après qu'elle ait mis fin à notre relation. La seule chose qui me retient dans cette maudite pièce, ce sont mes enfants. Je veux tellement les voir en ce moment, mais j'ai quelques égratignures sur mon visage et mon cou. Ils sauraient que quelque chose s'est passé s'ils me voyaient. Autant je pense que ma femme s'est souillée elle-même, et notre famille, mes enfants ont besoin d'elle. Je pensais voilà peut-être une vie, pas... Et aussi horrible qu'elle ait fini par être, mes enfants ont besoin d'une mère dans leur vie. Il y aura des discussions auxquelles je ne suis pas qualifiée pour participer, et je ne saurais pas par où commencer. Il y aura des blessures qui auront besoin de baiser au lieu de se faire dire de marcher. Je suis un très bon père, mais je ne peux pas être une mère aussi. S'il vous plaît, quelqu'un m'aide. Comment puis-je rester assis ici et regarder quelqu'un qui m'a poignardé dans le dos si cruellement? Devrais-je appeler ses parents pour venir? Dad, je veux vraiment pas être ici. Ici, surtout avec ses parents. Si je ne leur dis pas ce qu'elle a fait, ils vont savoir que je suis en colère. Que diable dois-je dire à mes enfants? Ouais, je peux leur dire que nous avons eu un accident. Mais je suis pas le genre à pouvoir feindre des émotions. Évidemment, femme le fait avec facilité. Mais quand je déteste quelqu'un, ça se voit sur mon visage. Ils sauront que je suis en colère contre leur mère. Comment diable ma vie en est-elle arrivée là? Je sais déjà que j'ai besoin de voir un avocat. J'ai compris ça. Mais comment gérer ça? Ça a pris tellement de temps pour être approuvé que je pensais pas que mon message avait été posté. Je viens juste de commencer à recevoir des notifications, donc je suis désolée de ne pas avoir répondu plus tôt aux personnes qui ont fait des commentaires pour essayer d'aider. Mise à jour pour une raison quelconque, je n'ai pas pu répondre aux questions de mon premier post. Ça peut avoir quelque chose à voir avec le fait que c'est un compte jetable. Mais je pouvais répondre aux commentaires, mais personne ne pouvait voir les réponses, sauf moi. J'ai essayé de poster cette mise à jour dans le sous-forum de l'infidélité hier soir, mais j'ai eu des problèmes. J'espère que le même bug ne se produira pas avec cette mise à jour et que je pourrai donner des commentaires pour aider les autres à mieux m'aider. Mes excuses à tous ceux qui ont laissé une réponse. C'était apprécié et utile. Après mon premier post ce jour-là,
j'ai décidé de rester une nuit de plus dans cette chambre d'hôpital. Avec Marie sédatée et les lumières éteintes, je me suis allongée dans le fauteuil inclinable en regardant le plafond, en écoutant les machines médicales. Je me suis allongée là en me demandant comment, diable, ma vie en était arrivée là. Une partie de moi avait l'impression de lui accorder une miséricorde injustifiée en étant dans la même pièce, mais une partie de moi l'aimait. L'aimer, je ne voulais pas sentir, je me sentais faible d'avoir des sentiments positifs pour elle. Encore et encore dans mon esprit, je réalisais qu'il n'y avait pas moyen de réparer les choses pour les ramener à la façon dont elles étaient. C'était comme si une catastrophe naturelle avait pris la vie que nous avions construite et l'avait détruite. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Shiaelik unilaspatum. C'était un moment d'une grande importance dans ma vie. Lorsque l'infirmière est entrée dans la chambre pour prendre du sang le lendemain matin, je me suis excusée. Lorsque Marie s'est réveillée, elle m'a vu partir et m'a appelée. Mais j'ai agi comme si je ne l'entendais pas. Je suis allée prendre un petit déjeuner. Je n'ai pas eu beaucoup d'appétit depuis que j'ai découvert. J'ai essayé de tuer le temps en mangeant et en parcourant mon téléphone. Il y avait un texto de Becca demandant où était Marie que j'ai laissé sans réponse. J'ai décidé qu'à 7 heures du matin, il était assez tard pour frapper à la porte de ses parents. Son père était toujours à lève-tôt. J'avais prévu de lui parler en premier, et s'il pensait que sa femme devait entendre, il pouvait la réveiller. J'ai vu de la fumée sortir du poêle à bois dans son atelier à l'arrière, alors j'ai frappé à la porte avant d'entrer. Il a vu les attinures sur mon cou et les bleus sur ma joue. J'ai expliqué qu'il y avait eu un accident, que Marie avait eu le pire, mais que nous devions parler Je pense qu'il a supposé que parlait de l'accident, alors il a réveillé ma belle-mère pour entendre ce que j'avais à dire. Nous nous sommes assis dans la cuisine pendant que j'expliquais comment, en dépassant une voiture dans la voie opposée, nous avons dévié dans notre voie. Avec le véhicule plus lourd et la traction intégrale, j'ai réussi à rester sur la route jusqu'à ce que nous heurtions la glissière de sécurité. La porte côté passager a heurté une des vitres verticales fixées dans le béton. Même avec les airbags latéraux, Marie a frappé fort. Elle a subi de nombreuses blessures, mais je leur ai dit qu'elle était stable et qu'ils s'attendaient à un rétablissement complet. Ils ont tous les deux pleuré, sachant que leur fille avait souffert, mais qu'elle serait toujours là pour qu'ils l'aiment. Dès qu'ils ont insinué qu'ils seraient là pour m'aider, de toutes les manières possibles, pour m'aider à m'occuper de Marie. C'est à ce moment-là que je les ai arrêtés et leur ai expliqué que l'accident n'était pas ce que j'étais venu leur dire. Ils avaient l'air confus lorsque j'ai expliqué que je me suis réveillée ce matin-là et que j'ai envoyé un texto pour partir dans la neige afin de m'assurer que ma femme allait bien. Je leur ai parlé de ma rencontre avec leur fille et un gars que je n'avais jamais vu et que j'ai inconsciemment battu à plusieurs reprises. Ils étaient tous les deux choqués. Puis je leur ai dit dans quelle chambre elle était à l'hôpital et j'ai expliqué que je voulais toujours qu'ils fassent partie de la vie des enfants. Donc j'espérais qu'ils pourraient rester amicaux avec moi. Je leur ai dit que mon père s'occupait d'eux pour le moment, mais que je divorçais de leur fille parce qu'elle avait rompu nos vœux et n'était plus ma femme. Je quittais leur maison et je me rendais chez mon père pour dire aux enfants à propos de l'accident. Je leur dirais aussi que nous nous séparions et que nous ne serions plus ensemble. Je ne leur dirais pas que leur mère était une trompeuse. J'ai dit à mes anciens beaux-parents que même si je détestais que les choses se terminent de cette façon, au moins je pouvais dire que n'était pas celui qui a détruit notre mariage et ma vie. Ils ont essayé de me dire que je ne devrais pas être si précipitée, que c'était une erreur de sa part. Et ils ont donné l'excuse. J'ai simplement souri et leur ai dit que j'avais aimé les avoir comme beaux-parents au fil des ans, et je suis partie. Quand je suis arrivée chez mon père, j'avais bien sûr tellement de choses à dire. Je suis entrée par la cuisine où j'ai trouvé mon père en train de prendre un café. La seule chose qu'il savait, c'était que je devais être sur un grand bateau dans les Caraïbes. Il s'est levé et a demandé ce que je faisais là.
Je l'ai simplement attrapé, serré dans mes bras, et j'ai pleuré comme un enfant. C'était le genre de choses où il voulait vraiment savoir ce qui se passait. Mais il a senti qu'il devait me laisser pleurer, avant de me questionner. Il m'a conduit au salon, et m'a assis sur le canapé pour aller chercher ma mère. Nous lui avons tous les deux demandé de prendre d'abord une tasse de café, mais elle savait que si j'étais là seule si tôt, j'avais quelque chose de mauvais à leur dire. J'ai d'abord expliqué à propos de Marie qui trompait, que je l'avais surprise, et que je quittais Becca. Puis j'ai expliqué à propos de l'accident qu'il était assez grave. Je leur ai parlé des blessures de Marie, et j'ai expliqué que je venais de prévenir ses parents 1 heure avant pour qu'ils puissent aller la voir. Mes 2 parents étaient stupéfaits, ouais. Ma mère m'a finalement demandé ce que j'allais faire. Ils ont tous les deux pleuré quand je leur ai dit que ma seule option restante était de divorcer de Marie et d'être le meilleur père possible pour mes enfants. Alors que notre conversation touchait à sa fin, j'ai entendu ma fille Carrie crier papa et courir vers moi en descendant les escaliers. Cela a réveillé mon fils, qui était également en bas depuis quelques minutes. Je ne les avais pas vus depuis si longtemps, j'ai juste passé du temps à les serrer dans mes bras, heureux de les voir. Il a fallu un certain temps pour qu'ils remarquent mes égratignures. Je leur ai parlé de l'accident et que leur maman était à l'hôpital, mais qu'elle allait bien. Les parents de Marie viendraient éventuellement les chercher pour les emmener voir leur maman. Et j'en suis restée là. J'ai passé une journée à jouer, parler, tenir, faire la sieste et rire avec mes enfants. Et ces 2-là m'ont donné envie de vivre à nouveau. Jusqu'à ce moment-là, si je suis honnête, j'étais à 50-50 pour vouloir continuer. Mais ils valent la peine de vivre, de protéger et de chérir. Le téléphone de ma femme a été détruit dans l'accident, donc personne n'avait reçu de réponse depuis des jours. Tôt cette nuit-là, j'ai commencé à recevoir des textos de la part du téléphone de ma belle-mère, et j'ai su qu'ils devaient être de Marie. Je les ai mis. Ils ont continué sporadiquement toute la nuit à l'heure, alors j'ai désactivé les notifications. J'ai parlé avec 3 cabinets d'avocats pour entamer une procédure de divorce. Je ne peux pas dire que je veux, ou même que j'ai besoin d'un divorce légal, mais cela divisera les biens et déterminera la garde de nos enfants. Les enfants. Ce qu'elle fait avec qui n'est plus de mon souci. J'ai rencontré 2 avocats, et je préfère le 2e. Je vais aussi rencontrer le 3e avocat classé pour voir s'il m'impressionne, sinon je choisirai le meilleur avocat en divorce du 2e cabinet. De toute façon, j'aurai éliminé 3 des meilleures options légales de sa liste de candidats, et c'est une victoire pour moi. La garde des enfants est ma priorité. Je ne cherche pas à avoir la garde exclusive, et je ne la voudrais pas même si je pouvais l'obtenir. Les enfants ont besoin de leur mère dans leur vie, mais à cause de ce qu'elle a fait, elle ne pourra plus jamais faire partie de ma vie. Un intermédiaire peut déposer les enfants à l'heure et n'importe où ils doivent être. Il n'y a aucune raison pour que je lui parle à nouveau. Je ne l'ai jamais vraiment connue, alors pourquoi continuer à interagir avec une étrangère? Je retournerai au travail la semaine prochaine, ce qu'il est notre croisière. Je n'ai rien dit à personne au travail sur le fait que nous n'y sommes pas allés, ou sur l'accident. Et bien sûr, ils me verront conduire une voiture de location et pourraient se demander si j'ai acheté une nouvelle voiture. Je ne suis pas sûre si je dois expliquer les choses à la direction des ressources humaines, mais je ne veux pas que mes affaires personnelles soient rendues publiques. Je pas l'autre fil. Le divorce est parfois nécessaire, mais il représente toujours un échec. J'en ai assez d'être l'ancre d'un navire qui a déjà coulé. Et pour ceux qui ont insisté à juste titre pour se faire dépister pour les MST, j'ai passé un examen complet. Dieu merci, tout est revenu négatif. Même cela suffit à me faire sentir comme un pervers en imperméable, même si je n'ai rien fait de mal. Je suppose qu'à présent, Marie a quitté l'hôpital. Ses parents n'ont même pas essayé de l'amener à la maison. De toute façon, ils ne pouvaient pas me contacter car je ne lisais pas les incessants messages de Marie. Dès que je pourrais déposer une demande de divorce et lui faire signifier, je pourrais enfin en finir avec la plus grande erreur de ma vie.
Ces actions ont invalidé tout le temps que nous avons passé ensemble. Si je devais tout refaire, je ne la choisirais pas. Je choisirais une vie avec quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre, qui serait réellement fidèle et loyal. Son plus grand atout, sa capacité à être digne de confiance, c'est ce qu'elle a délibérément jeté par la fenêtre. De quelqu'un à qui j'appartenais à quelqu'un tout seul, c'est ce qui me manquera. Mais je sais que tout cela était un mensonge et que je ne comptais rien pour elle. Les gens tomberont pour un beau mensonge et rejetteront une vérité laide. Mais je ne suis pas l'un de ces gens. Beaucoup voulaient connaître les détails sordides de l'infidélité de ma femme, pourquoi et depuis combien de temps. Je suis désolée, mais je n'ai pas cette information à partager. Et honnêtement, je ne veux pas le savoir. À moins que quelqu'un ne vous mette littéralement un pistolet sur la tête, il n'y a aucune excuse pour tromper. Et au-delà de cela, lorsque vous avez pris un engagement à vie et que vous avez juré de le respecter, la décision de le ruiner pour l'autre personne est vile. J'aurais souhaité ne jamais l'avoir rencontré et avoir pris une chance avec quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. Elle n'avait pas le droit de me donner une vie et de tout me reprendre contre mon gré. L'homme que j'étais avant sa trahison n'existera plus jamais. Et la femme qu'elle prétendait être n'a jamais existé. La vie que j'avais est maintenant une façade et des ruines que personne ne veut vivre. En ce qui concerne une mise à jour, je ne suis pas sûre par où commencer, ou même quoi dire quand je le ferai. Je suppose que la première chose est de dire à tout le monde que j'ai réussi à obtenir un très bon avocat. Son cabinet est très bien noté pour représenter les âmes dans les affaires de divorce dans ma région. Au lieu de confier mon cas à quelqu'un d'autre dans l'équipe juridique, elle s'en est chargée elle-même. Nadia a pris mon cas comme le sien. Ouais, tout le monde au cabinet était gentil et soutenant. Je peux dire qu'ils ne se soucient pas seulement de récupérer leur honoraire et leur paiement. Mon avocate, Nadia, a fait tout ce qu'elle pouvait pour m'aider avec mon bien-être et ma santé mentale. Après avoir accepté de prendre mon cas, nous avons passé en revue les formulaires habituels que je devais remplir. J'ai listé mes biens et toutes les informations de compte bancaire, ainsi que des estimations approximatives de nos revenus. Après avoir expliqué l'accident de voiture et ce que j'ai vu juste avant que cela n'arrive, elle m'a demandé si j'avais passé un test de dépistage des MST. J'ai expliqué que oui et que tout était revenu négatif. Elle m'a ensuite demandé si j'avais documenté l'infidélité avec des photos ou des vidéos. Je lui ai dit que je n'avais pas été assez rationnelle à ce moment-là pour le faire. Elle a contacté un enquêteur privé de son cabinet et a organisé une réunion entre lui et moi le lendemain. Je vis dans un état où la faute est reconnue. Donc même si je savais que mon conjoint était infidèle, j'avais besoin de preuves concrètes pour que le divorce se passe en ma faveur. Nous avons arrangé pour l'un des membres de son personnel d'être l'intermédiaire entre moi et le père de mon conjoint pour la communication et le dépôt. Je lui ai demandé de prévenir mon futur ex-beau-père que mon ex pouvait avoir les enfants pour le week-end à venir et la semaine suivante. Nadia m'a ensuite demandé si j'avais organisé une thérapie pour moi et mes enfants. J'ai expliqué que j'avais rendez-vous pour ma première séance de thérapie cette semaine, mais comme les enfants n'avaient pas encore été informés de quoi que ce soit, j'attendais un peu. Elle m'a dit de la tenir informée dès que je sentirais qu'ils avaient besoin d'une attention professionnelle, car elle avait plusieurs thérapeutes à recommander. Elle a exprimé ses sincères condoléances pour tout ce que j'ai traversé et traverserai. D'habitude, je n'aime pas les avocats, mais je pense que j'ai peut-être trouvé quelqu'un avec une véritable âme. Elle m'a donné une liste de choses à collecter et à faire avant notre prochaine réunion, dont beaucoup étaient identiques aux conseils donnés par les utilisateurs sur ce forum. Quand elle m'a dit de passer à la pharmacie pour acheter le kit ADN, j'ai pas pu prêter attention car je savais que c'était le protocole standard. Quand je suis rentrée chez moi avec les enfants ce soir-là, j'ai fait les prélèvements de salive pour moi et pour eux. J'ai tout scellé et envoyé les kits le lendemain matin après avoir déposé les enfants à l'école. 2 jours plus tard, le vendredi, l'intermédiaire a déposé les enfants chez leur grand-père pour le week-end. Ce matin-là, je suis allée travailler et je revenais juste de déjeuner
quand j'ai reçu une notification par email sur mon compte personnel. Je pouvais voir que c'était 2 emails du laboratoire. Donc j'ai attendu d'être à mon ordinateur pour les voir. À mon bureau, j'ai ouvert le premier email et cliqué sur le lien. Les résultats ont confirmé que mon fils Michael est en fait mon fils biologique. J'ai ouvert l'autre email et cliqué sur le lien. J'ai lu ce qui était écrit, puis je l'ai relu. Je n'ai pas vraiment pu dire quoi que ce soit. J'ai juste commencé à secouer la tête. Je savais que je devais sortir du bureau avant d'en craquer, mais j'ai réussi à prendre des captures d'écran des 2 résultats et à me les envoyer par email en tant que fichier photo. Je suis allée dans ma voiture et j'ai commencé à pleurer en réalisant que ma fille Carrie n'était pas ma fille biologique. Je ne peux pas imaginer que perdre un bras ferait beaucoup plus mal que perdre une fille. Honnêtement, j'avais l'impression que mon âme m'avait été arrachée. Je ne savais pas qui appeler, je suis juste restée là à pleurer et à souhaiter pouvoir me réveiller de ce cauchemar. J'ai failli télécharger les 2 fichiers de mon compte email et envoyé les photos à mon avocat. En 20 secondes, Nadia a appelé et a demandé où j'étais. Tout ce que j'ai pu dire, c'est que j'étais au travail. Elle m'a dit de rester là et qu'une personne du cabinet serait là dans quelques minutes. J'ai raccroché et ouvert la porte. J'ai commencé à vomir sans contrôle jusqu'à ce que je n'ai plus rien à vomir. Quand j'ai réussi à arrêter de vomir et à ne plus me sentir étourdie, l'une des parajuristes est arrivée pour me chercher. Elle m'a emmenée au cabinet et dès que Nadia a fini avec un client, ils m'ont conduit dans son bureau. La première chose qu'elle m'a dite, c'est que parfois les tests reviennent faux. Ça, elle a dit qu'elle comprenait que j'étais bouleversée et que j'avais tout à fait le droit de l'être. Mais elle m'a encouragée à refaire le test avec Carrie dans un laboratoire local pour s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Même après avoir surpris Marie en train de tromper, je pensais juste que le test ADN sur les enfants était une formalité. Je n'aurais jamais pensé que ma femme serait infidèle. Mais en imaginant qu'elle était capable d'avoir bébé d'un autre homme, si c'était vrai, qui diable ai-je épousé? Je ne pouvais même pas confronter Marie si je le voulais. Je n'avais pas de preuves concrètes. Pourtant, je n'arrivais pas à imaginer comment elle et moi pourrions avoir cette conversation si les résultats confirmaient nos soupçons. L'une des femmes du cabinet avait un tensiomètre et a vérifié ma tension pour s'assurer qu'elle n'était pas dangereusement élevée. Elle était élevée et j'avais l'impression de faire une crise de panique. Pourtant, j'étais engourdie et sous le choc en même temps. Je me demandais ce qui allait se passer ensuite. J'avais du mal à saisir que ma petite fille pourrait être ma fille biologique. À ce moment-là, j'étais reconnaissant les Flores avec leur mère. Je me suis mis à me demander si les 2 résultats de test pouvaient être faux et si Carrie était ma fille et que Michael n'était pas mon fils. Je savais que je ne pouvais pas attendre 2 jours pour connaître la vérité. Alors, l'intermédiaire a fixé un rendez-vous pour que Carrie soit récupérée le lendemain pendant quelques heures et ramenée chez les parents de Marie. Nous avons fait le test dans un environnement stérile et avec du personnel médical qualifié. Il n'y a pas eu d'erreur. Je suis pas le Carrie. Il a quand même fallu un jour pour obtenir les résultats et elle était de retour avec sa mère quand je les ai reçus. Mais j'ai pleuré encore plus fort la 2e fois et je suis reconnaissant que Carrie n'ait pas été là pour le voir. J'ai envoyé les résultats à mon avocat et elle a appelé pour prendre mes nouvelles. Elle m'a encouragé à chercher du soutien familial et à ne pas traverser cela seule. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit chez mon père en pleurant tout le long du trajet. Quand je suis arrivée et que j'ai vu ma mère, elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je n'ai pas pu me résoudre à le lui dire. Finalement, j'ai réussi à dire « Carrie n'est pas ma craque ». Ma mère m'a demandé ce qui s'était passé, mais elle savait qu'elle avait bien entendu. Et je n'ai pas pu le répéter. Après environ 30 secondes de silence, à part moi qui pleurais sans contrôle, elle s'est levée et a pris son téléphone portable. Elle a appelé mon père et lui a dit de rentrer rapidement à la maison, mais de faire attention car j'avais de mauvaises nouvelles.
Je pouvais dire que mon père voulait au moins un indice sur ce qui pouvait être si grave, mais ma mère l'a juste encouragé à être prudent et à rentrer le plus vite possible. Il est arrivé en environ 20 minutes et nous avons tous pleuré pendant des heures. Je consolais mon père, il consolait ma mère et il me consolait. Mais nous étions tous inconsolables. Il m'envoyait demandé des nouvelles de Jason, mais je leur ai assuré qu'il était mon fils. Ils ont tous les deux exprimé leur soulagement, mais se sont ensuite sentis coupables d'être soulagés de ne perdre qu'un seul petit enfant. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire, et je leur ai dit que je ne savais pas. La seule chose qui était certaine pour moi, à ce moment-là, c'était que Carrie ne manquerait jamais de rien dont elle avait besoin, et de la plupart des choses qu'elle voulait. Je ne me souciais même pas de la pension alimentaire potentielle à ce moment-là. Je voulais juste m'assurer qu'elle soit prise en charge. Aussi horrible que je me sentais pour moi-même, je me sentais encore plus mal pour Carrie, qui était complètement innocente. Voulais-je obtenir la garde d'elle? Pourrais-je même obtenir la garde de Carrie si je le voulais? Je me suis soudainement demandé si Marie savait ou soupçonnait quelque chose. J'ai soudainement voulu des réponses. Après le travail lundi, j'ai rencontré Nadia, et elle m'a informé qu'elle avait rencontré le détective privé qui avait été engagé pour suivre Marie. En raison de l'accident de voiture, Marie n'avait pas pu quitter la maison pour tromper encore. Il n'était donc pas surprenant que le détective n'ait pas de preuves récentes. Cependant, l'une des choses que Nadia m'a demandé d'apporter était l'ancien téléphone portable de Marie dans un tiroir à la maison. Le détective a pu accéder à presque toutes les applications, comme s'il utilisait son téléphone détruit. Il a trouvé des photos nues envoyées et reçues de différents hommes, ainsi que de nombreux messages et sextos, avec suffisamment de preuves de culpabilité pour convaincre n'importe quel juge. Nadia m'a demandé si je voulais voir certaines des photos ou lire les textes, mais j'ai refusé. Nous devions planifier comment j'allais confronter Marie à propos de Carrie. Nadia a jugé de le faire dans son bureau si Marie pouvait être convaincue. Elle a appelé le téléphone portable de la mère de Marie devant moi, et j'ai entendu la voix de Marie pour la première fois depuis que j'ai quitté l'hôpital. Nadia est allée droit au but et lui a dit qu'elle devait me rencontrer pour expliquer quelque chose. Mon ex a déclaré qu'elle attendait et voulait parler. On lui a demandé si son avocat pouvait être contacté, à quoi Marie a répondu qu'elle n'en avait pas, mais qu'elle était prête à venir le lendemain après-midi pour parler. J'ai eu du mal à passer la journée suivante sans pleurer comme un fou au travail, tout en prétendant être productif. Je pouvais à peine garder mon déjeuner, mais je suis partie à 3 heures et je me suis dirigée vers le cabinet, me sentant nauséeux. Je suis arrivée en premier intentionnellement, voulant qu'elle soit obligée d'entrer et de s'asseoir du côté opposé à la porte, incapable de s'approcher de moi. Alors que je faisais défiler des photos de notre famille parfaite qui n'a jamais existé, elle est entrée. Elle avait besoin d'aide pour marcher et était toujours dans 2 plâtres à cause de l'accident. Je n'avais pas à m'inquiéter qu'elle essaie de me prendre dans ses bras. Je pensais qu'elle pouvait en faire trop pour susciter de la sympathie, mais nous avons eu un grave accident. Je voulais juste qu'elle s'assoie pour que je puisse lui demander de s'expliquer. Non. Une fois que nous nous étions tous assis, on nous a offert de l'eau et la réunion a commencé. Mon avocat a commencé par demander à Marie si elle était d'accord pour que nous enregistrions la réunion, à quoi elle a accepté. Futur ex-femme a commencé à s'excuser. Je l'ai interrompu brutalement et je lui ai demandé directement combien d'hommes elle avait trompé avec moi et quand cela avait commencé. Il y avait suffisamment de rencontres confirmées par le détective privé pour savoir que l'homme que je l'ai surpris avec n'était pas le premier, de loin. Elle ne savait pas ce que nous savions bien sûr, et je suppose que son plan était de n'admettre que ce qu'elle savait que nous savions. Je lui ai demandé à nouveau, pour une estimation approximative, combien d'hommes elle avait couché avec depuis la naissance de notre fils. Le fait de donner cette période de temps spécifique semblait lui donner une minute de pause, mais elle continuait à essayer de faire semblant de ne rien savoir. Ouais, elle pensait toujours que c'était un jeu
à ce moment-là et je perdais mon calme. Nadia a mis sa main sur mon épaule et m'a gentiment poussé loin de la table. Elle a regardé Marie et lui a demandé si j'étais un bon père. Marie m'a rapidement donné une critique élogieuse, disant qu'elle ne pouvait pas demander un meilleur père pour élever ses enfants. Je voulais me lever et renverser la table à la façon dont elle regardait ses enfants. Nadia lui a ensuite demandé si l'autre père de son enfant allait aussi être un bon père. Alors que Marie demandait de quel autre père elle parlait, mon avocat a glissé les résultats de paternité pour Carrie sur la table. Autant j'ai détesté ce que ma vie est devenue depuis que j'ai découvert sa tromperie, j'ai besoin d'être là pour voir sa réaction en personne. Elle était évidemment choquée de savoir que Carrie n'était pas de moi. Et elle a essayé de me dire que j'étais son père qui l'avait élevée. Mais j'ai dû mettre fin à cela. Je lui ai demandé qui était le père de Carrie. Elle a baissé les yeux avec une pointe de honte, et j'ai pensé qu'elle pouvait protéger quelqu'un. Quand elle a dit qu'elle ne savait pas avec certitude qui était le père de Carrie, Marie m'a vu vraiment craquer en larmes pour la première fois. Je n'en pouvais plus et j'ai perdu le contrôle. Marie pleurait, demandait à essayer d'expliquer. Elle m'a rappelé la dépression postpartum qu'elle a traversée après la naissance de Michael. J'ai fait de mon mieux pour être aussi compatissant que possible à l'époque. Je peux dire avec certitude que j'ai passé chaque moment possible à m'occuper de mon fils pour qu'elle puisse avoir du temps pour elle. Il y avait des jours où elle était tellement déprimée qu'elle ne pouvait même pas sortir du lit, et j'ai pris soin de nous tous. Mais j'aimais le faire. Et j'aime pour le fin là que j'avais. Je me suis souvenu. J'avais été assez fou pour penser que le fait de traverser cela avait rendu notre relation plus forte. Mais non, elle l'a pas mis sur le dos de Rebecca. Quand elle a d'abord convaincu Marie de faire quelques soirées entre filles, j'étais soulagée, voire reconnaissant. Elles étaient meilleures amies depuis des années, mais ne s'étaient pas beaucoup vues pendant la grossesse. Marie a dit qu'elle est vraiment ivre la deuxième fois qu'elles sont sorties et qu'elle a laissé un gars la toucher pendant qu'elle lui faisait une fellation. Elle a dit qu'elle s'en était sentie coupable pendant un certain temps, pendant des mois. Mais elle a commencé à en vouloir de ne pas pouvoir être jeune et libre, de choisir avec qui elle voulait être. Elle nous a dit qu'elle avait commencé à coucher avec des gars les soirs où elle sortait avec Rebecca. Jusqu'à la nuit avant notre accident, elle n'avait jamais manqué de rentrer à la maison ou était rentrée tard au cours des années. Elle a prétendu qu'elle ne voulait pas développer de sentiments pour aucun des gars. Elle a également prétendu qu'elle utilisait toujours une protection et ne couchait jamais avec le même gars, plus de 3 fois. Elle a dit qu'elle voulait juste du sexe. J'étais stupéfaite. Découvrir que ta femme est une sale menteuse et une outil de jardin tend à faire ça. C'était comme apprendre que ta vie est une émission de télé-réalité dans laquelle tu n'as pas demandé à être. Je voulais lui crier dessus, mais j'étais trop occupée à calculer combien d'hommes elle avait pu me tromper pendant des années. Nadia lui a demandé si elle avait une idée de qui pouvait être le père de Carrie, et elle a juré qu'elle avait toujours pensé que c'était moi. Mon avocat a souligné qu'évidemment quelque chose s'était passé, et a suggéré un préservatif avait pu se rompre. Quand ma femme a avoué que ça s'était produit plusieurs fois, avec plusieurs hommes, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai dit là, j'ai dit mental était, parce que je ne connaissais pas la brûlapise ni me disait et c'était comme si elle me demandait de passer le sel. Je lui ai demandé quand elle avait commencé à me détester et pourquoi. J'ai demandé ce que j'avais fait pour mériter d'être traitée de cette façon. Comment a-t-elle pu faire ça à sa fille? J'étais enragée. Elle l'a accepté, sachant que tout était vrai. Après ce qu'elle vient de me dire et ce que j'ai exprimé sur ce que je ressens pour elle, le divorce est inévitable. Ce que autrefois a été une titane de faire. La seule chose à faire était de compter les victimes. J'ai perdu une femme et une fille, ça fait 2. Une femme a perdu un mari, ça fait 3. Une fille a perdu un père, et un frère a vu sa sœur devenir une demi-sœur. Et puis on entend les grands-parents et les beaux-parents. Marie a essentiellement détruit 2 familles entières. Ses parents ne seront pas d'accord avec ce qu'elle faisait.
Et je jure, par tout ce qui est sacré, je leur montrerai toutes les preuves que le détective privé trouvera. Elle a admis avoir rencontré des hommes sur des applications de rencontres avec Rebecca et avoir utilisé le temps entre filles pour avoir des aventures. Elle a prétendu qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Elle a juré qu'elle ne savait pas que Carrie n'était pas de moi. Je la crois en fait parce que j'en avais aucune idée non plus. Mais l'ADN ne ment pas. Je lui ai demandé pourquoi elle m'avait pas simplement divorcé. Elle m'a répondu franchement que c'était parce qu'elle ne voulait pas perdre la sécurité que je lui offrais. Elle pleurait, et tout ça a été dit à travers ses larmes, mais je sais que mon expression était pleine de mépris. J'étais dégoûtée par la personne assise en face de moi. Je me sens vaincue. Je suis presque sûre que l'une des raisons pour lesquelles elle est venue parler sans avocat est parce que je possède tout. Elle n'a pas grand-chose à perdre en dehors d'un petit 401K. Et mes biens que j'ai hérités de l'immense fortune de mon grand-père quand j'avais 14 ans. La femme que j'appelle maman n'est pas ma mère biologique. Ma mère est décédée quand j'avais 2 ans d'un cancer rare et agressif. Mon père s'est remarié avec la femme que j'appelle maman quand j'avais 4 ans. Ah, j'ai su toute ma vie qu'elle n'était pas ma mère biologique et que je n'étais pas son fils biologique. J'ai appris plus tard qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et m'élever l'a aidé à vivre cette expérience. Lorsque le père de ma mère biologique est décédé, ce qui lui restait m'a été légué en tant qu'héritier. Mais je ne pouvais pas y toucher avant d'avoir 21 ans. J'ai étudié dur et suis à l'école, mais j'ai pas besoin de travailler. Financièrement, elle sait que je vais la battre à plate couture lors du divorce et elle n'obtiendra pas la moitié de ce que je possède. Elle a un emploi. Elle n'est pas en mesure de travailler pour le moment en raison de ses blessures, mais elle a un emploi. Une partie de moi veut la punir, aussi une partie veut en finir avec elle. Marie est évidemment sous médicaments pour la douleur. Peut-être que c'est pour ça qu'elle était si directe. Mais ses paroles m'ont profondément blessée. Mon imagination les rendant encore pires. Je lui ai demandé si elle ressentait de la honte. Elle a prétendu que oui. Je lui ai demandé comment diable nous allions découvrir qui est le père de Carrie. Ma future ex-femme a commencé à dire qu'elle savait déjà qui était le père. Partialité. Je n'étais pas d'humeur pour une discussion philosophique sur ce qui constitue un père. Le véritable père de Carrie mérite de le savoir et elle a besoin de connaître sa famille pour des raisons de santé. Les preuves trouvées par le détective privé ne remontaient pas avant la naissance de Carrie. Je lui ai demandé si elle pouvait retrouver l'un de ces hommes ou si elle avait enregistré leur numéro. Elle a eu l'audace de dire que le but de perdre leur numéro était de ne plus jamais les revoir. Mon Dieu, comment n'ai-je pas vu cette logique? Je lui ai dit qu'elle aurait peut-être dû garder son numéro pour lui faire savoir qu'elle attendait un enfant ou qu'elle avait contracté une MST. Je veux que mon nom soit retiré de l'acte de naissance de Carrie. L'ADN prouve qu'elle est l'enfant de sa mère et pas la mienne. Comme je l'ai dit, je la soutiendrai financièrement de mon plein gré bien après ses 18 ans. Elle ne manquera de rien. Quant à mon fils et à la garde, je ne suis vraiment pas sûre de ce qu'il faut faire. Avant le test de paternité, j'étais fortement en faveur d'un arrangement à 90-10, donnant la garde à ma future ex-femme un week-end par mois et certains jours fériés. Maintenant Carrie n'est pas la mienne, je ne me sens pas bien de poursuivre la garde. Pour elle, même si je pouvais l'obtenir. Comme Michael est en fait son frère, bien que demi-frère, je ne veux pas lui enlever non plus. Je ne veux bien qu'ils souffrent tous les deux. Mais je n'ai pas vu Carrie depuis les résultats du test, et je ne peux pas la laisser me voir m'effondrer à cause d'eux. Dieu sait combien sa thérapie va me coûter, mais je devrais la payer. D'un côté, il n'y a aucun moyen de savoir si son vrai père peut se le permettre, et ma propre thérapie suffira à payer la nouvelle maison de plage d'un psy. En rentrant chez moi après la réunion, une grande partie de moi voulait juste tout arrêter. Cela semblait être la solution la plus bénéfique pour tout le monde, sauf pour moi. Les deux familles pourraient continuer à faire semblant de la paternité. Mon ex pourrait coucher avec d'autres ouvertement, tout en dépensant l'argent de mon grand-père. Et les enfants n'auraient pas à faire face à un mariage brisé
ou à des relations ratées. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai dit « F ça ». Nadia est en train de rédiger les papiers de divorce et les documents légaux pour me déclarer non le père de Carrie. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais je ne veux pas de motifs légaux qui pourraient me forcer à interagir, payer ou gérer des enfants qui ne sont pas les miens. L'équipe juridique fait des recherches pour trouver des moyens de découvrir qui est père de Carrie. Beaucoup de sites généalogiques suggèrent des parents potentiels lorsque les résultats reviennent. Pour l'instant, c'est notre premier plan d'action. Même si les résultats ne pointent pas vers une personne en particulier, ils pourraient pointer vers un frère, un cousin ou un autre parent. Qui que soit le gars, il n'est peut-être pas prêt à accepter un enfant qu'il ne connaissait pas. Cela pourrait causer de l'anxiété dans ce sujet, mais je doute que ce soit aussi terrible que la terreur que j'ai ressentie en perdant ma fille pour toujours, parce qu'elle n'a jamais existé. Tout est tellement foutu en ce moment. Rien n'est stable. Le chaos est un fardeau quotidien à ce stade. Les enfants reviennent à la maison le dimanche après-midi. Je n'ai jamais voulu ne pas les voir avant. Mais je sais que beaucoup d'inévitables vont se produire auxquels je ne peux pas me préparer. Quand elle me verra et voudra serrer son papa dans ses bras, je ne suis même pas sûre de comment je vais réagir. La serrer dans mes bras et pleurer comme un bébé, sachant qu'elle n'a jamais été vraiment à moi. Lui dire que je ne suis pas la personne qu'elle cherche. Je suis pas la force de chère qu'elle. De compter, mais mon cœur est brisé. Comme s'il n'y avait personne sur qui déverser ma colère, même pas Marie. Parce que rien de ce que je pourrais faire, en dehors du meurtre, ne pourrait égaler la trahison qu'elle m'a infligée. Elle m'a utilisée et jetée. Elle mérite de pourrir en enfer pour ses mensonges et sa promiscuité. Je suis détruit, et tout ce que j'aimais l'est aussi. Je gagnerai le divorce. Nadia et sa compagnie en feront la division des biens la plus déséquilibrée de l'histoire des divorces. Mais Harry, tué ou enlevé, est derrière de tellement de choses sur le thème. On dirait qu'elle a déjà gagné à nouveau. Qu'elle aille en enfer. Je suis laissée avec un fils qu'elle essaiera d'utiliser contre moi et de manipuler. Certaines personnes sont tellement horribles qu'elles méritent d'être abattues comme des animaux. J'ai pris la décision stupide d'avoir un enfant avec l'une d'entre elles. Mais maintenant, je sais que je suis pas le seul à être stupide.